Pas mieux qu'on se retrouve là-bas comme ça. Elle a dit d'accord. Elle représente, il y a 152 pays à travers le monde bien sûr, qui ont des représentants pour le Sahel. Pourquoi cet intérêt-là? Et moi, je l'ai dit. Pourquoi cet intérêt? Le Sahel, vous ne voulez pas aider. Mais pourquoi vous vous intéressez à nous? Elle m'a dit non, pourquoi vous... J'ai dit, vous ne voulez pas aider parce que même on ne vous a rien demandé cadeau. Même les armes, vous ne voulez pas nous vendre. Nous sommes en train de nous battre. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Moi, je suis parti à Casa, j'ai attendu. Le Cameroun nous a rassuré qu'il n'y a aucun problème. Mais en fait, c'était un piège qu'on nous attendait. Quand il s'agissait maintenant d'ouvrir la réunion des experts, on a empêché notre équipe d'experts d'entrer. Moi, j'étais à Casa, j'ai rebroussé chemin. Et là, quand je suis revenu, le président m'a dit, on n'ira plus aux réunions de ces organisations-là. Et on n'ira plus dans les réunions, même les organisations qui nous sont favorables, si c'est organisé dans des pays qui sont hostiles, on n'ira pas. Mais il y a eu le cas du Congo, du Congo-Brazzaville, avec la réunion de Lyon. Avec la réunion de Lyon. Cet exemple-là, ça pour vous montrer l'hostilité de ces gens. Et non fondée. C'est des gens qui ne respectent rien, aucun texte. Il y avait une réunion sur la Libye qui était organisée au Congo. Nous, on n'a rien demandé. C'est le président congolais qui a invité notre président. Bien sûr. Quand il nous a invités, le président a dit il a délégué le Premier ministre. C'est sur invitation. On est parti, on est arrivé, on était dans la salle, le Premier ministre attendait qu'on lui dise de venir. Quand subitement quelqu'un est venu, il nous a dit non. Parce que le Faki, en rentrant, il a vu le drapeau du Niger à côté de celui de... Il a rebroussé chez lui. Il a dit qu'il ne rentre pas dans la salle tant que le Niger est là. On nous a fait sortir. Ça aussi, c'était des injections? C'était des injections. Des puissances internationales? C'est clair. D'accord. Parce que le pays a tout fait pour réparer ça. Le Premier ministre a dit aux autorités de ce pays, nous, on ne vous aurait jamais fait ça. Ton autre, c'est ton Dieu. Il a tous les droits sur toi. C'est ça. Il dit peut-être que la réunion n'aurait pas eu lieu. Mais si on invite à quelqu'un... Il a même donné des exemples avec le président Tanja, où il y avait eu des cas de figure pareils. Bien sûr. Il a dit, si c'est moi qui l'ai invité. S'il ne rentre pas dans la salle, la réunion n'aura pas lieu. Et c'est comme ça qu'on est revenu. Les directives ont été données par le président. Et depuis ce jour-là, on s'est battu pour retrouver notre place au niveau des Nations Unies. Au niveau de la CEDEAO, on n'a pas essayé parce qu'ils ne respectent pas le texte. Au niveau des Nations Unies, au moins, on sait que les textes vont être respectés. Ils sont obligés. Mais à la CEDEAO, c'était peine perdue. C'était peine perdue. Puisque tout ce qui a été fait était en dehors du texte. Donc on s'est dit, ce n'était pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Trouvons plutôt une autre solution. Donc, pour augmenter la visibilité, nous avons renforcé notre participation aux réunions qui nous sont permises. Mais, à la différence que cette fois-ci, nous ne partons pas aux réunions pour assister. Nous partons aux réunions pour être vus. Parce qu'on savait qu'on avait un problème de visibilité. Bien sûr. À chaque réunion, le souci qu'on avait, c'était de porter le message du président du CNSP, le message du président du Niger. Et on a arrêté de façon définitive avec les pays de l'AES. On n'ira à aucun forum. D'abord, on a interdit aux pays de parler de nous en notre absence. C'est comme si vous voulez raser la tête de quelqu'un à son absence. Ça ne se fait pas. Si vous voulez parler du Sahel, il faut que nous soyons là. Bien sûr, bien sûr. Et toutes les réunions auxquelles nous sommes invités, nous exigeons qu'il y ait un panel sur l'AES. Et c'est ça la visibilité. Aujourd'hui, si le label AES à moins d'un an et partout en Afrique, c'est parce que aussi, je ne dis pas que c'est uniquement à cause, mais c'est parce que aussi, nous avons eu des actions pour augmenter la visibilité. Bien sûr. Vous pouvez assister à 1000 réunions et ne pas être visible. Effectivement. Voilà. Donc je ne vais pas perdre le temps en citant les réunions auxquelles il y en a beaucoup. Voilà. D'accord. Monsieur Moussa, on va poursuivre cet entretien. On parle de coopération gagnant-gagnant qui privilégie les intérêts du Niger et respecte la souveraineté nationale. Quels sont les efforts déployés dans ce sens, en rapport notamment avec la diversification des partenaires? La consigne que j'ai reçue du chef de l'État et du Premier ministre, c'est dans notre coopération, il y a 3 préalables. 1, il faut respecter la dignité de notre peuple. 2, le libre choix des partenaires. Le 3, c'est les intérêts. Il faut toujours mettre en avant l'intérêt de notre pays. Ce qui a peut-être manqué ces quelques dernières années ou pas? Je pose la question. C'est clair que ça a manqué. Ça a manqué. Je vais en arriver là. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Nous, quand on est arrivé, tous les accords que nous avons avec les partenaires, on les a audités. Et on a vu ce qu'on a vu. Tout ce qui était nuisible
On a dénoncé. Et nous ne sommes pas allés chercher de nouveaux partenaires. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons redynamisé la coopération empêchée. Il y avait des pays avec lesquels... Coopération empêchée. Oui, il y avait des pays qui avaient un potentiel, mais qui étaient infréquentables pour nous. On ne peut pas aller les voir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des injonctions de ces puissances. On nous a empêchés d'aller vers. D'aller, voilà. Je suis des affaires étrangères, je sais de quoi je parle. D'accord. Nous avons voulu casser en deux notre stratégie. La première démarche, c'est de redynamiser, consolider ce qui existe déjà. Et après, aller chercher. Il y avait des partenaires qui étaient là, mais on n'avait que des relations politiques. Alors qu'ils avaient un potentiel d'investissement. Et qui sont ces pays, si on peut savoir? Il y a l'Iran. L'Iran. Il y a la Russie. La Russie. La Turquie. La Turquie. Il y a l'Égypte. Il y a le Maroc. Il y a le Togo. On a renforcé notre coopération avec ces pays-là. Et on a diversifié les domaines. Maintenant, la deuxième phase, ça sera la recherche de nouveaux partenaires. Et dans notre stratégie, nous avons en perspective les BRICS. Le B, c'est pour le Brésil. Le R, c'est pour la Russie. Le I, c'est pour l'Inde. Le C, c'est pour la Chine. Et le S, c'est pour l'Afrique du Sud. C'est un groupe qui prend une autre vision de la coopération, qui s'est élargi à certains pays comme l'Arabie Saoudite. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des pays avec lesquels on a renforcé, il y a les Émirats, il y en a plein. On est à quel niveau de la démarche pour les BRICS? C'est une perspective. Okay. Donc là, ça fait partie de notre perspective pour 2025. Parmi ces pays, il y a des pays comme la Chine, comme la Russie, comme l'Inde. Peut-être l'Inde pas suffisamment, mais on va le faire, avec lesquels on a déjà une coopération. Mais on veut prospecter du côté des autres, avec lesquels on n'a pas de coopération. Et on n'a pas de coopération poussée. Et je vous assure que on sait qu'il y a du potentiel là-bas. Parce que notre pays, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la sécurité. Je vous assure, les gens seront surpris si aujourd'hui on arrive à mettre fin à cette insécurité qui est entretenue, voilà, qui est entretenue sciemment. C'est pour faire peur aux bailleurs, c'est pour faire peur aux investisseurs. Il n'y a rien qui puisse résister à la volonté d'un peuple. Oui. Moi, je suis convaincu qu'on aura gain de cause. D'accord. Voilà. Monsieur, pouvez-vous nous dire quels sont les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger? Vous avez parlé de ça un peu de façon éparse. Est-ce qu'on peut être plus précis? Les tenants et aboutissants de la politique étrangère du Niger. Vous savez, les tenants et aboutissants d'une politique, il y a des principes généraux. Il y a des idéaux, des principes généraux qui sont là, qui sont contenus dans la Charte des Nations Unies, la Charte de l'Union africaine, la Convention de Vienne. Ils tournent autour de l'aspect de l'intégrité, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le multipartisme. Ce sont des principes généraux. Maintenant, au niveau de chaque continent, en fonction des orientations, il y a des principes continentaux également. C'est comme ça qu'en Afrique, la plupart des pays, comme le Niger, on prône l'intégration africaine, on prône le bon voisinage, nous prônons le respect des frontières héritées de la colonisation et de non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est à cela que tient notre politique. Tout ça, ça doit aboutir à quoi? Ça doit aboutir à faire développer notre pays. Et c'est là que vient la vision du pays pour donner des orientations, pour donner des directives, la stratégie à mettre pour pouvoir dérouler notre politique étrangère et la mettre au profit du développement de notre pays. Pour résumer, les principes, ce sont les tenants de notre politique étrangère. Ils viennent de principes généraux que j'ai cités tout à l'heure, de la diplomatie. Maintenant, les aboutissants, à quoi doit aboutir? Il doit justement aboutir à développer. Tout ce qui existait avant n'était pas mauvais. Moi, je ne dirais jamais ça, parce que j'ai travaillé. Et tous les fonctionnaires qui sont là, ils ont travaillé pour... on ne va pas dire que tout ce qui a été fait depuis l'indépendance à cette date, ce n'est pas bon, mais il faut prendre dans ça là, ce qui est bon, jeter justement ce qui n'est pas bon, et puis maintenant essayer d'améliorer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. D'accord. Voilà. Et c'est pourquoi pour le partenariat, on ne s'est pas préoccupé pour le moment de chercher de nouveaux partenaires, on s'est plus préoccupé à mieux exploiter ce qui existe. Parce que ça demande moins d'efforts, ça demande moins de ressources. Déjà, vous avez les accords, vous avez tout. Il suffit seulement... Tous les accords, avec tous ces pays-là, nous avons les accords, ils sont là. Mais ils ne sont pas mis en œuvre parce qu'on nous a dit de ne pas le faire. C'est ça. Et c'est le même jeu qu'on a voulu nous jouer. Tout récemment, on était parti en Iran. Mais les gens ont des difficultés pour comprendre que ça a changé. Alors, vous avez vendu l'uranium. On a dit si on devait vendre l'uranium à l'Iran, il y a rien qui nous empêche. On ne va pas le faire sous la table, on va le faire devant tout le monde. Advienne que pourra. Tout à fait. Au stade actuel, est-ce qu'il y a des obstacles qui freinent la mise en œuvre de cette nouvelle diplomatie? Oui.
Est-ce qu'il y a des obstacles? Les seuls obstacles, c'est les partenaires qui ne veulent pas respecter notre dignité. Quelqu'un qui ne veut pas respecter notre dignité, on ne traite pas avec lui. Le deuxième aspect de votre question, le voisinage avec les pays, nous en avons 7. Notre coopération s'est renforcée depuis le 26 avec les 5. Je vais parler du Burkina, le Mali, vous savez pourquoi. Bien sûr, Il y a le Tchad, il y a la Libye, il y a l'Algérie, on a été dans tous ces pays. Les 2 pays où on avait des problèmes, c'est le Nigeria et le Bénin. Et le Bénin. Et c'est des pays qui ont fait du zèle dans la mise en œuvre des sanctions de la CEDEAO. Mais ce sont des voisins. On n'a pas le choix. C'est pas comme un voisinage entre individus où vous avez un voisin qui est bruyant, le lendemain vous prenez vos clics et claques, vous partez. Là, il s'agit d'un pays ne déménage pas. Nous avons perdu confiance à ce pays. Nous sommes en train de travailler pour ramener la confiance. Parce qu'on ne peut rien faire sans la confiance. Ça ne sert à rien d'être ensemble si on se sonne. On peut espérer une amélioration, justement, oui, bien sûr, puisque relation avec ces 2 pays dont vous venez d'évoquer, à savoir le Bénin et puis le Nigeria. Puisque le Bénin a envoyé un ambassadeur, il a présenté ses copies figurées, nous avons accrédité un ambassadeur au Bénin. Et tout ça, c'est dans la perspective. Au Nigeria, nous faisons de même. Et parmi tous les pays du monde, il n'y a que l'ambassadeur du Nigeria au Niger qui est resté quand le président Tounougo est venu. Il a rappelé tous les ambassadeurs. Et un an après, il n'y a aucun ambassadeur. C'est le seul, compte tenu du contexte. Lui-même, il a été rappelé, après on lui a dit de rester. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont là. On a reçu des délégations du Nigeria, même des délégations militaires qui sont venues. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des délégations des affaires étrangères. Nous sommes en pourparlers. Et tout ça doit aboutir à la restauration de la confiance. Ça sert à quoi d'être avec quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance? Bien sûr, bien sûr. Quand il fait quelque chose, vous êtes obligé de creuser pour voir s'il n'y a rien en dessous. Oui, bien sûr. Monsieur le ministre, on va insister un peu. Quelle est votre stratégie pour conduire la politique étrangère de notre pays conformément à la vision du chef de l'État? La stratégie, voilà, vraiment. Je vais vous dire. Notre rôle, c'est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Elle est articulée autour de 4 axes. D'accord. Il y a la sécurité, et la cohésion sociale, il y a la bonne gouvernance, la production agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire et les réformes sociales. Nous avons demandé à tous nos partenaires. Aujourd'hui, on a repris notre coopération avec l'essentiel, la plupart de nos partenaires. Il y a encore des hésitants? Il y a des hésitants, l'Union européenne, mais au sein même de l'Union européenne, il y a des pays qui se sont désolidarisés, qui continuent leur coopération avec nous. Mais en tant que structure, elle est suspendue. On a des négociations en vue. Ils nous ont envoyé, ils ont dit qu'ils veulent négocier. On a dit qu'il n'y a pas de problème. Et mieux, je vais vous dire, il n'y a pas que l'Union européenne. Tous ces pays-là, même les pays avec les pays qui ont suspendu notre coopération. La dernière fois, j'étais là, il y a la déléguée suisse pour le Sahel qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle veut me voir. Je dis d'accord, mais je suis en train d'aller à Bamako puisque c'est pas mieux qu'on se retrouve là-bas comme ça. Elle a dit d'accord. Elle représente, il y a 152 pays à travers le monde bien sûr, qui ont des représentants pour le Sahel. Pourquoi cet intérêt-là? Et moi, je l'ai dit. Pourquoi cet intérêt? Le Sahel, vous ne voulez pas aider. Mais pourquoi vous vous intéressez à nous? Elle m'a dit non, pourquoi vous... J'ai dit, vous ne voulez pas aider parce que même on ne vous a rien demandé cadeau. Même les armes, vous ne voulez pas nous vendre. Nous sommes en train de nous battre contre des terroristes. Même les armes qu'on a achetées, on refuse de nous les livrer. Le ministre de la Défense essaie de l'on précisait ici sur ce plateau. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que moi je crois que je représente un intérêt pour vous, si ce n'est pas dans le sens négatif? C'est ça. Si même les moyens pour que moi je me défende, je n'ai pas dû de me donner cadeau. J'ai mon argent, je vais payer, vous me dites non, je ne peux pas. Et au nom de quel principe? Voilà, au nom de quel principe? On lui a posé cette question, on a dit bon, toujours est-il, c'est pas mauvais de... C'est notre rôle, les diplomates, c'est pas mauvais d'échanger, mais on n'ira pas chez vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Vous choisissez Niamey, Bamako, Ouaga. Si vous êtes d'accord, on se retrouve là-bas pour discuter. Mais nous, on n'ira pas chez vous parce qu'on ne voit pas l'intérêt. Mais vous qui avez un intérêt, qui voulez comprendre, parce que c'est ça, comprendre pour mieux aider selon eux, et venez, et puis on va le faire. Donc, on a dit à l'ensemble de nos partenaires, dans tous bilatéraux et multilatéraux, tout ça que vous avez comme programme, il faut intégrer la vision du chef de l'État. D'accord. C'est une exigence. Celui qui ne veut pas, on n'a rien demandé à personne. Et heureusement, la plupart sont d'accord avec nous. Parce qu'ils connaissent la justesse de ce que nous sommes en train de faire. Vous ne pouvez pas être là-bas, dessiner des programmes et venir nous les imposer. Alors que nous avons des plans, des programmes que nous avons conçus en tenant compte de la... Au niveau des ambassades, nous avons fait une note de cadrage qu'on a envoyée à toutes les ambassades pour leur dire désormais voilà le cadre dans lequel nous devons conduire notre politique étrangère. Hormis cette note, nous avons
systématiser les commissions mixtes. Elles existent pour la plupart des pays, mais ça fait 10 ans, 12 ans, 20 ans pour certaines qui ne se sont pas réunies. Or, c'est un cadre unique pour pouvoir planifier une coopération et avoir une feuille de route. Nous avons systématisé les commissions mixtes. Nous avons systématisé la mise en place des comités au retour de chaque délégation. Lors des échanges de délégations, il y a beaucoup de délégations qui sont venues au Niger. Nous sommes également partis. Chaque fois qu'une délégation vient ou que nous revenons, il y a un comité qui est mis en place pour suivre justement ce dont on a convenu. Nous sommes en train de renforcer la formation de nos personnels. Il y en a qui sont dans leur formation se passe à l'extérieur, mais nous formons aussi. Il faut dire à ce niveau que beaucoup de cadres, d'anciens cadres sont partis déjà au niveau Absolument. des affaires étrangères, Absolument. ce qui pose problème. Absolument. Voilà. Donc, nous avons des formations. Actuellement, il y a un atelier qui est en cours pour former nos agents en protocole, en technique de négociation et en rédaction diplomatique. Et c'est sur fonds propres. D'accord. On n'a rien demandé à quelqu'un. C'est les fonds propres de l'État du Niger. C'est sur ces fonds propres que nous sommes en train d'organiser. Nous avons eu la collaboration des Algériens qui ont décidé de mettre des enseignants à notre disposition à titre gracieux, mais sinon, c'est vraiment à titre, c'est sous fonds propres qu'on est en train de le faire. Parce qu'il faut des cadres de qualité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et monsieur, pour finir, quelle garantie aujourd'hui vous pouvez donner qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont aller en mieux au niveau des affaires étrangères, au niveau des cadres centraux et au niveau des ambassades. Parce que souvent, il faut le dire, souvent c'est ce qu'on reproche à la diplomatie, c'est un peu lent ce que les gens font. Souvent les gens ne sont pas réactifs. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donner comme garantie pour que cette diplomatie soit vraiment très vive La garantie que je peux donner, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire en mettant les comités. Voilà. Parce que quand vous responsabilisez, ouais. Il y a un devoir de rendre compte. Bien sûr. Quand une délégation arrive, on discute, elle s'en va. Ouais. On met dans les tiroirs, on oublie. Voilà. Mais quand vous désignez quelqu'un, vous dites qu'au niveau des affaires étrangères, c'est toi le responsable. Et il doit convoquer l'ensemble des ministères concernés à faire un compte rendu. Je vous donne un exemple, celui de la Turquie. Ils sont venus ici, près de 8 ministres. C'est une délégation de près de 70 personnalités qui était arrivée. On est allé à travers tous les domaines. Nous, après, on a mis en place un comité. Ce comité-là, il a travaillé depuis lors. Vers le 20, on aura une autre commission mixte. D'accord. Et nous avons un tableau de bord. On sait à chaque agent, pour ne pas oublier, à chaque agent, on sait ce qu'on lui a confié. Et il y a un timing, il sait qu'à telle date, il doit rendre compte à telle date. S'il ne le fait pas... Donc il y aura le suivi désormais. Il y aura le suivi désormais au niveau de ça. Ce n'est pas seulement au niveau de ça. C'est que moi-même, je suis suivi. D'accord. Moi-même, je suis suivi. Tout le temps, le Premier ministre, le président me demande où est-ce qu'on en est avec telle chose. Donc, ce qui fait que c'est vertical. Je suis obligé de suivre parce que moi-même, je suis suivi. Monsieur le ministre, on va évoquer une question tout aussi importante. C'est par rapport à la gestion de la diaspora. On sait qu'il y a des fortes communautés de Nigériens à l'extérieur. Quelle stratégie ou initiative avez-vous mise en place pour favoriser et améliorer la contribution de cette diaspora? La diaspora, oui. Vous savez, on accorde une importance particulière, pas seulement le Niger, c'est l'ensemble des pays africains. Ils accordent une importance particulière à la diaspora. C'est pourquoi, même au niveau de l'Union africaine, la diaspora elle est considérée comme une région. Nous, au Niger, c'est la 9e région. Oui. De tout le temps, la diaspora était associée à toutes les questions majeures qui concernent le Niger. Quand je dis à tout temps, je veux dire à partir de la conférence nationale. Parce que c'est à partir de la conférence, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, et l'émanation de la conférence nationale. Mais il ne marche plus ce conseil. Je vais arriver là. Il faut le dire, ça ne marche absolument, plus. Voilà. Absolument, je vais arriver là et je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Je vais vous le dire. En 2004, la première assemblée constitutive, la première et dernière que ce conseil a tenu, c'était en depuis lors... 2004. 2004. Depuis lors, silence radio, 21 ans. Et pourquoi? Il est assis. D'abord, ce Haut Conseil, je vais dire comment il est organisé. Il y a un secrétariat permanent. Les assemblées, c'est chaque 4 ans. Il y a un secrétaire permanent qui est logé au niveau des affaires étrangères. C'est lui qui doit suivre les activités. Et le Haut Conseil dispose de bureaux pratiquement dans tous les pays où nous avons des ambassades. Mais depuis lors, c'est le silence radio. Ouais. Pourquoi? C'est vrai, il y a certainement la faute de la structure permanente qui est là, et c'est dû au fait des hommes politiques. Des hommes politiques. Ça a été politisé. Ouais. Donc ceux qui sont à la tête de cette organisation-là, de ce conseil-là, on ne veut plus les changer parce qu'ils sont favorables aux autorités. Parce que les autorités en place ne sont pas sûres
qu'en renouvelant, Oui. leurs gars vont revenir. Oui. Et ils financent les partis, c'est ça? Ils financent, bien sûr. Ils financent les partis politiques. Ils financent les partis D'accord, politiques. ok. Nous, ce qu'on a essayé de faire, d'abord, on a essayé de les rassurer. Et vous avez vu comment ils ont réagi. C'était en fait un événement inespéré. Oui, oui. Nous avons donné des instructions qu'au plus tard le 30 avril Prochain. tous les bureaux doivent être renouvelés. Tous les bureaux. Tous les bureaux. D'accord. Maintenant, au niveau de la structure nationale, où il y a un président et un vice-président par continent, nous allons tout faire pour organiser la prochaine assemblée. Parce que là, ce n'est pas au niveau local que ça se fait. C'est l'ensemble de la diaspora qui se retrouve Bien ici sûr. au Niger pour renouveler le bureau. Bien sûr. Ça demande des moyens, ça demande une organisation. Et on attend que ce bureau-là soit mis en œuvre d'ici avril. On va faire le point et puis on va programmer l'AG. Et vous avez vu, pour le fonds de solidarité, ils ont quand même contribué Ils ont contribué fortement, 750 millions. Bien sûr, bien sûr. Ça, Les renouvellements là, ça va se faire comment? Au niveau de chaque pays où nous avons des ambassades, il y a normalement un bureau du Haut Conseil de Nigeria. Ce sont ces bureaux qui vont être renouvelés. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont leur statut et leur règlement intérieur, donc ils vont se faire conformément au texte. Et nous savons que c'est en œuvre parce que nous recevons des correspondances Bien pour sûr. dire ici on a telle chose, on n'a pas telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la conduite à tenir. Parce qu'on a dit aux gens, il faut faire attention. Vous devez faire les choses conformément au texte. Je vous garantis que d'ici le 30 avril, Oui. toutes les structures seront renouvelées. Et le bureau national, on fera tout pour le mettre en place. Là, en ce moment, je pose la question parce que je sais de quoi je parle. Là, en ce moment, ni le ministère des Affaires étrangères, ni les ambassades ne vont pas s'impliquer dans l'élection de ce nouveau clair. bureau parce qu'avant, c'était comme ça. Oui, c'est Et clair. le ministère et les ambassades Voilà, c'est pourquoi- s'impliquent c'est et pourquoi- désignent voilà. par avance les représentants, Absolument. ce qui n'est C'est pas pourquoi normal, je monsieur le parle- ministre. C'est pourquoi Voilà. j'ai parlé de politisation. Cette fois-ci, on a clairement indiqué D'accord. à nos ambassades qu'elles ne font pas partie. Elles sont là pour superviser. C'est tout. C'est tout. Elles sont là pour superviser. Les ambassades sont là pour superviser. Tout se fait avec tous. Et même le financement des élections, là, c'est la cotisation des membres. Oui. Donc à partir du moment où ils ne les financent pas, comment Bien est-ce sûr. qu'on va s'impliquer? Parce qu'on sait, même maintenant, il y a les politiciens, ils continuent à... Ah, ils continuent Ah, toujours, ouais. hein, Donc jusqu'aujourd'hui, à ça, agir on a dans vu. l'ombre. Donc Voilà. nous, on a dit, vous ne vous mettez pas dedans. Vous ne vous mettez... Et celui qu'on prendra en Il y aura faute, des sanctions. ah, ben, c'est clair. À ces risques et périls. C'est clair, D'accord. c'est clair. Ça nous permettra de les redynamiser. Parce que vous savez, la diaspora, c'est à travers la diaspora qu'on arrive à attirer les investissements. C'est à travers la diaspora qu'on fait le transfert de technologie, le transfert de connaissances. Bien sûr. Quand nos étudiants partent dans des pays où, quand ils arrivent nouvellement, c'est généralement la diaspora, le premier endroit où ils posent le pied, c'est la diaspora, c'est des structures d'accueil qui existent. Et quand il y a des décès, quand il y a des cas sociaux, moi j'ai vu des cas où des Nigériens sont décédés, c'est la diaspora qui a cotisé pour ou rapatrier le corps ou bien pour acheter une place dans les cimetières. D'accord. Monsieur le ministre, il y a un autre détail que je profite parce que j'ai le ministre quand même des Affaires étrangères sur le plateau. Et par rapport à la visibilité du Niger, qu'est-ce que vous en faites? Parce que par le passé, il y a quand même des attachés de presse qui font cette visite, donc je sais de quoi je parle là aussi. Le Mais poste depuis était un annulé, moment, c'est ça. ça a été carrément supprimé. Et comment aujourd'hui, monsieur le ministre, on peut faire de la visibilité sans ces attachés de presse au niveau des ambassades? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, Voilà. je suis d'accord avec vous et on l'a ressenti. Vous l'avez ressenti? On l'avait ressenti. D'accord. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on avait besoin de relais. Ces pays nous étaient inaccessibles. Ces pays occidentaux, et tous ces pays qui nous étaient hostiles. Si on a pu dérouler notre diplomatie sécuritaire, c'est parce qu'on avait des attachés de défense dans certaines ambassades. Et même si les moyens manquent, ou bien ces pays La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.